la politique. On va parler de la démocratie. Pour les personnes qui sont nées dans les années 60, 70, 80 et 80... Ah non, je m'arrête là. 50, 40, voilà, reculons un peu. La démocratie ne faisait pas partie du vocabulaire, même s'ils ont entendu parler de cela. Il y avait toujours un parti unique. Il n'y avait pas beaucoup de partis politiques et autres. Aujourd'hui, en 2025, nous avons quoi? Je ne sais pas, vous allez parler de combien? 200 et quelques. Il y a un politicien dans la salle qui nous parle de 200 et quelques. Après, vous allez me parler de leur efficacité ou pas, mais nous nous retrouvons donc au nom de la démocratie avec beaucoup plus de partis politiques que ce que nous avions dans les années 60, 70 et 80. La participation des femmes est jeune dans le processus politique. Avant, les jeunes et les femmes avaient peur parce que c'était une affaire des adultes, une affaire des personnes posées, une affaire des personnes mûres qui ont eu une certaine expérience dans la vie et donc ont décidé maintenant de réfléchir sur la vie politique de leur pays. De plus en plus dans notre pays, on voit des jeunes qui donc décident de s'engager en politique, prennent des risques. Nous avons aussi quelques partis dirigés par des femmes. Même si elles ne dirigent pas forcément ces partis, il y a des femmes appartenant à certains partis politiques qui donc ont des voix, s'expriment et donc prennent position par rapport à leur parti ou bien par rapport donc aux décisions ou bien à l'orientation de leur parti politique ou bien la politique qu'elles aimeraient bien voir appliquée dans le pays. C'est une évolution par rapport à ce que nous avons toujours connu dans notre pays. La liberté d'expression du point de vue politique. Je ne vous apprends rien avec les réseaux sociaux aujourd'hui. On se permet d'exprimer une opinion contraire à la politique ou bien à la décision gouvernementale. Avant, dans les années quoi? Récemment, dans les années 90, vous dites ça, vous disparaissez. Aujourd'hui, vous pouvez dire cela, vous allez toujours continuer à exister parce que quelque part, vous avez des gens qui suivent votre mouvement. Si on vous a enlevé, on va crier. Je vais vous donner un exemple. L'enlèvement, par exemple, du père Abbé Badou, la mobilisation qui a suivi sa disparition ou bien son enlèvement, c'est lié à la liberté d'expression, ce qu'on n'avait pas à l'époque. Si on n'avait pas cette liberté d'expression, cette capacité de mobilisation, cette capacité d'exprimer ce qui ne marche pas, aujourd'hui, paix à son âme, au même titre que beaucoup de personnes qui avaient déjà disparu au temps où on n'avait pas donc cette évolution politique. Que l'on veuille ou pas, aujourd'hui, nous sommes à un niveau du développement de la technologie de production. Ce n'est plus avant où ce sont les moulins qui font ceci, ou bien c'est le pilon qui doit écraser pour qu'on produise ceci, cela. Dans les années 70, 80, 90, on avait des mesures de production assez limitées. Nos mesures de production, nos usines, que ça soit interne ou externe, importé ou pas, ça a eu un certain développement. L'utilisation des nouvelles technologies de la communication a également encouragé ou du moins aidé dans le développement économique. Aujourd'hui, par exemple, vous voyez ces jeunes dames ou bien ces jeunes hommes qui sont ici au Tchad et arrivent à importer des produits de l'extérieur et vendent ici au Tchad. Si ce n'est pas grâce aux nouvelles technologies de la communication, on n'avait pas ça avant. Ça allait passer par les ports, ça allait faire des mois, on ne connaît pas la qualité. Or, aujourd'hui, par exemple, vous voulez commander un truc, la dame ou bien le monsieur vous présente l'objet. Après, on va discuter un peu de la qualité de ce qu'on reçoit après. Bon. Mais dans tous les cas, on vous présente une image de ce que vous voulez. Et puis, on vous commande ça et en quelques jours, vous obtenez ça. Et cela, grâce donc aux nouvelles technologies de la communication. Ça rejoint un peu ce que
j'étais en train de développer l'émergence des couches vulnérables. Avant, pour être donc un opérateur économique, soit votre père était donc un grand commerçant, vous avez des ressources, vous avez une entreprise, quelque part. En tout cas, vous avez hérité quelque chose, ou bien vous travaillez dans une grande entreprise, vous êtes PDG, monsieur. Voilà. Mais les couches vulnérables n'avaient pas accès donc à certaines comment on appelle, opportunités pour pouvoir donc sortir de leur pauvreté. Aujourd'hui, de plus en plus, les gens, les jeunes, ceux qui ne veulent pas rester dans la précarité se battent, utilisant donc les nouvelles technologies de la communication, toutes les opportunités que l'économie peut présenter pour pouvoir donc sortir de leur milieu. Il peut être villageois de chez moi à Yomi, il peut être, je ne sais pas, à Walia, mais s'il ne veut pas rester dans la précarité, il va se battre et utiliser les opportunités économiques. Alors la société, la variété dans l'éducation, je combine ça avec les questions de genre, dans les réflexions et autres. La variété dans l'éducation. Avant, ce sont les enfants des rois qui partaient à l'école parce que c'était sélectif. De nos jours, à moins que l'on fasse exprès, mais tous les enfants vont à l'école. Que tu sois l'enfant de la ménagère, l'enfant du, je ne sais pas, du pauvre du PDG, du président de la République, vous allez à l'école. Maintenant, on va discuter un peu de la qualité de l'enseignement plus tard. Mais tout le monde a droit à aller à l'école. La variété est là. Tout le monde part à l'école de nos jours, contrairement à ce qu'on a connu par les questions de genre. Clément, tu ne vas pas m'arrêter parce que là, je vais insister là-dessus parce que c'est ce qui me permet aujourd'hui d'être là devant vous et de vous parler. Si ces questions peut-être n'avaient jamais été soulevées par nos pères ou les dames qui s'étaient battues pour que la femme ait sa place dans notre société, je ne serais pas là devant vous dans ce colloque en train de parler. On allait inviter donc tout ce qui a comme homme pour parler. Je parle ici et honneur à toutes les femmes et les hommes qui se sont battus pour que aujourd'hui les questions de genre soient inscrites dans toutes les discussions. Les 30%, je ne suis jamais en faveur de cela, mais quelque part, on demande que les femmes soient présentes d'une manière ou d'une autre quelque part. C'est déjà quelque chose de très, très important. Amélioration des conditions de santé. Alors, avant, les femmes accouchaient dans des conditions très, très difficiles. La variole, la rougeole. Pour les personnes qui ont vécu dans des conditions que nous autres on a vécues. Moi, j'ai vécu à Sarre. Mon enfance à Sarre. J'ai connu la varicelle, j'ai connu... c'était quoi? Il y avait une maladie qui démangeait. Hein? Ah ah! La gale. Voilà, vous voyez, beaucoup nous regardent bizarrement parce qu'ils ne connaissent pas ce que c'est. Ces maladies-là ont disparu parce que les conditions de santé se sont améliorées. Donc, nous allons mettre ça dans certaines choses positives relativement aux conditions de santé qui se sont un peu améliorées dans notre pays. Alors là, il y a une certaine tolérance. Et ça, c'est un sujet assez sensible et relatif. J'ai mis ça exprès. Parce qu'aujourd'hui, si par exemple, moi je donne un témoignage relativement à ce que j'appelle la tolérance dans notre société, quelqu'un va me dire que tu mens. Heureusement pour moi que j'ai un exemple de tolérance dans la salle. J'ai mon frère Brahim Dadi, musulman fervent, convaincu. Je suis chrétienne convaincue. Mais je l'appelle mon frère sûr, il m'appelle ma sœur sûre. C'est un niveau de tolérance. C'est pour dire que nous sommes arrivés à un niveau où certaines personnes choisissent d'être tolérants les uns envers les autres. C'est une question de choix. C'est pour cela que je dis que c'est un sujet très sensible et c'est relatif et c'est personnel à chaque personne. Mais
le sujet de la tolérance est, même s'il n'est pas, il reste d'actualité, mais il est appliqué à un certain niveau par un certain nombre de personnes dans cette société. Si vous avez bien compris, je vous ai peint un tableau où tout paraît bien. C'est-à-dire, on est parti de 0 et on est arrivé à un certain niveau de 10. Donc, on se dit que, bon, voilà, ça a un peu évolué, ça va, quoi. Non, ça ne va pas. Ça ne va pas parce que tout à l'heure, j'ai dit que tout est relatif. Nous sommes en 2025. Si vous prenez l'état de la société tchadienne, l'état du citoyen tchadien, le tchadien, sa vie, son mode de vie, son niveau de vie, comparé simplement, pas loin, hein, à son ami ivoirien ou camerounais. Ça a évolué, mais nous ne pouvons pas dire que c'est bon. Nous avons des défis. Nous avons des défis à relever. Nous avons cette obligation de nous investir dans tous les domaines. C'est pour cela que j'ai sélectionné quelques domaines. Vous avez le domaine politique, vous avez le domaine social, vous avez le domaine économique. Tant que ces domaines-là ne trouvent pas des solutions impliquant chacun d'entre nous, nous ne pouvons pas nous dire que nous sommes arrivés à un certain niveau. Je vais vous donner un exemple. Moi, je suis sortie du Tchad plusieurs années avant, mais je suis sortie du Tchad en 1998. Pour la première fois, j'ai touché le sol des États-Unis. La chose qui m'a effrayée, c'est tu rentres en bas, tu sors en haut, les routes sont comme ça. C'était pour moi, c'est genre, j'étais en train de me demander, est-ce que nous sommes sur la même planète Terre? Est-ce que nous sommes tous des êtres humains? Alors qu'en 98, quand je partais, il n'y avait même pas le viaduc, hein? C'est-à-dire là où les routes passent en haut et passent en bas. Nous sommes en 2025, comme aux États-Unis, comme en Corée du Sud, comme au Japon, comme en Côte d'Ivoire, comme au Tchad, mais nous ne sommes pas au même niveau de développement ni de considération de l'être humain. Cela me ramène donc au deuxième point et je vais clôturer là, le combat pour le développement mental. Tout à l'heure, je crois que le docteur Ndolembaye est revenu là-dessus. Nous sommes conscients que nous sommes dans une précarité. Nous sommes conscients que nous sommes sous-développés. Nous sommes conscients que nous sommes pauvres. Mais qu'est-ce que nous faisons des conditions de notre pauvreté, de notre condition actuelle? Est-ce que la plainte, c'est la solution? Est-ce que l'indexation de l'autre, c'est la solution? Nous sommes des êtres humains dotés des capacités humaines complètes. Qu'est-ce qu'on fait de ces capacités que Dieu nous a dotées pour les croyants? Quelqu'un le dirait. C'est à nous, ayant déjà pris conscience de notre condition, ayant conscience que nous sommes en retard par rapport aux autres en 2025, qu'est-ce que nous faisons de cette condition-là? C'est la question sur laquelle je voudrais conclure. Merci, Clément.